Tout le monde, je crois, se souvient de cette soirée du 21 avril 2008, victoire après tout du Canadien de Montréal contre les Bruins, l'ennemi traditionnel. Et les célébrations au centre-ville de Montréal de joie se sont transformées, on le sait, en émeutes. C'était pas joli du tout. En fait, il y a eu, entre autres dégâts, 15 autopatrouilles du service de police de la ville de Montréal qui ont été vandalisées. Plusieurs d'entre elles, 9 en fait, étaient des pertes totales. La ville a donc intenté des recours civils contre certains des émeutiers. On demandait à ce que soit condamné solidairement chacun des émeutiers à rembourser la pleine valeur du véhicule qu'ils avaient contribué à détruire. Tout ça s'est retrouvé devant les tribunaux et puis éventuellement devant la Cour suprême du Canada. C'est sur cet arrêt de la Cour suprême que nous revenons aujourd'hui avec mes invités. Maître Hélène Mayette est avocate, médiatrice et arbitre. En fait, elle exerce en pratique privée en matière civile, commerciale et familiale, comme associée au cabinet Saint-Pierre Mayette. Elle est médiatrice en matière civile, commerciale et familiale à la division des petites créances. Bref, quelqu'un de très bien placé pour réfléchir avec nous sur cette importante décision de la Cour suprême du Canada. Et avec nous également, Maître Patrice Gay, le directeur du service et avocat en chef de la ville de Montréal, qui était donc l'une des parties dans cette cause. En 2010, il était syndic en chef du barreau du Québec. Il a été directeur du service des affaires juridiques à la ville de Laval et depuis 2016, directeur du service des affaires juridiques et avocat en chef de la ville de Montréal. À tous les deux, d'abord, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour à vous. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous pour cette histoire-là qui, je disais, ça a marqué les esprits à l'époque. C'était pas qu'un petit événement, ce qui s'est produit dans les rues du centre-ville de Montréal. Peut-être bizarrement, la décision de la Cour suprême à la fin de toute cette péripétie judiciaire a peut-être été moins comme commotion dans l'opinion publique. Et pourtant, c'est extrêmement important. Le principe de base, Maître Mayette, qu'on allait évaluer, c'est lequel? Celui de cette responsabilité à partager ou pas entre émeutiers? Alors, il s'agissait là, de déterminer si effectivement on pouvait tenir tous les émeutiers responsables de la totalité des dommages subis. Et la Cour est venue dire que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on est capable de déterminer, en gros, là, la Cour vient nous dire que quand on est capable de déterminer qui a fait quoi, il ne peut être tenu, cette personne ne peut être tenue que des dommages réellement causés par lui, et non pas de l'entièreté de dommages. Maître Gay, en allant devant les tribunaux, pour obtenir justice pour les contribuables montréalais, parce qu'après tout, c'est eux qui payaient la facture, évidemment, des dommages provoqués par les émeutiers. La ville a donc constitué son dossier, s'est présenté devant un premier tribunal, puis un second, et finalement à la Cour suprême. Et votre base argumentaire pour obtenir justice dans le sens de ce que vous souhaitiez, c'était quoi? En fait, on parle ici d'une émeute, d'un mouvement spontané de plusieurs personnes qui, dans une célébration de joie, sont plutôt devenus des gens investis d'une rage commune de voir à tout démolir tout ce qui leur tombait sur la main. Donc, la position des avocats de la ville était fort simple et tout à fait, à mes yeux, tout à fait cohérente avec l'objectif d'indemnisation que l'on recherchait, c'est-à-dire de voir, en fonction des informations disponibles, de voir à identifier le plus de participants possible à ce fait collectif fautif que nous qualifions ainsi, pour voir à récupérer le plus possible en termes de dommages, puisque les véhicules, au nombre de 15, étaient des pertes totales. En fait, 9 d'entre elles constituaient effectivement des pertes totales. Donc, la Ville a initié différents recours, effectivement, dans un premier temps à la Cour du Québec. Plusieurs recours ont été accueillis et on a réussi à obtenir les condamnations recherchées contre les véritables auteurs des fautes problématiques, en fait des gestes problématiques. Et s'en est suivi jusqu'à la Cour suprême un débat pour déterminer, à savoir ce que la Ville peut légitimement, voire à faire payer aux quelques émeutiers identifiés l'entièreté des dommages. C'est très intéressant, cette expression « aux quelques émeutiers identifiés ». Après tout, nous sommes en 2008. Il y a déjà des caméras de surveillance au centre-ville de Montréal, peut-être pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui, mais il y en a. Et surtout, les téléphones que tout le monde transporte à la main constituent, j'imagine, des éléments de preuve que la Ville a voulu et pu utiliser avec, là, le visage d'émeutiers, leurs gestes particuliers. Autrement dit, on peut attribuer une faute à une personne dans des cas comme cela. C'était un outil que vous aviez entre les mains.
Oui, les policiers ont fait enquête. Les policiers ont recueilli le plus d'éléments de preuve possible pour pouvoir, dans un premier temps, faire condamner devant les instances criminelles les gens qui ont participé aux dommages, c'est-à-dire pour méfaits publics et pour des crimes de cette nature. Et dans un deuxième temps, la preuve recueillie sert à constituer les dossiers pour que la Ville puisse récupérer ses dommages. Évidemment, la Ville de Montréal est auto-assurée. La Ville de Montréal doit à même les impôts fonciers, à même l'argent des contribuables, voire à assumer les dommages. Donc, c'est une démarche qui est absolument souhaitable au nom du bien commun, c'est-à-dire de voir à récupérer les dommages envers tous ceux qui peuvent avoir participé. Mm-hmm. Ça en est suivi un débat qui est marquant, d'où la décision ici en cause qui nous occupe, décision très pertinente pour plusieurs domaines de pratique, l'affaire Lonardi. Et cette décision est venue mieux expliquer le concept de solidarité, mieux expliquer le concept de faute commune et versus le fait collectif fautif. À terme, nous avons perdu. Les procureurs de notre organisation ont fait un travail, à mes yeux, remarquable en étalant tous les moyens à la Cour suprême et à chacune des instances précédentes. Mais malheureusement, sauf pour une dissidence que nous trouvons absolument intéressante et que nous aurions souhaité voir être adoptée par la majorité, nous en sommes avec une lecture des règles de solidarité que nous considérons limitées, puisqu'elles n'ont pas permis, cette lecture n'a pas permis à la Ville d'aller recouvrer l'entièreté de ses dommages. Et là, il faut, Maître Mayette, élaborer un peu, parce que si tout le monde est d'accord pour dire quand il y a des dommages, le responsable doit payer. C'est un principe qui est peut-être pas juridique, mais de bon sens commun. Il est juridique également. Bon. Mais dans ce cas-ci, ce principe-là était opposé à la lecture de la loi telle qu'elle existe, et en particulier dans le droit civil québécois, l'interprétation qu'on doit faire de la responsabilité d'une personne à l'intérieur d'un groupe de personnes qui commet des gestes répréhensibles. Essayez de nous départager tout ça. Ben, écoutez, il y avait cette dimension-là d'une part, mais il y avait aussi dans les prétentions de la Ville, puis ça, je pense que c'est un facteur important pour comprendre la décision de la Cour, c'est que la Ville, puis corrigez-moi, Maggie, si je me trompe, mais la Ville prétendait que son préjudice, c'était la perte totale de la voiture, alors que la Cour a considéré que le préjudice subi par la Ville, c'est chacun des éléments ayant endommagé la voiture. Alors, la définition du préjudice n'était pas la même. Et c'est de là qu'on est venu à dire que chacun va être responsable du dommage qu'il a causé à sa voiture, même si pour la Ville, la totalité de la voiture est une perte totale, tu sais, l'ensemble de la voiture. On est venu dire que c'est le dommage causé par chacun, et c'est sur cette base-là qu'on doit évaluer le préjudice subi par la Ville. Et dans ce sens-là, la preuve que j'évoquais tout à l'heure, ces enregistrements vidéo multiples réalisés par des émeutiers ou des gens qui assistaient à l'émeute sur leur téléphone, c'est autant d'éléments qui ont permis, oui, d'identifier les responsables, mais aussi la nature des gestes qu'ils ont commis. Autrement dit, quelqu'un qui s'attaque violemment à un rétroviseur n'est pas celui qui met le feu à un véhicule et qui en fera une perte totale de 100 000 $ par exemple. Il y a deux principes qui s'affrontent. C'est celui de tenir celui qui est l'auteur du dommage, le responsable des dommages qu'il a effectivement causé, d'une part, et il y a aussi le principe de la victime, qui est ici la Ville, de recevoir une indemnisation pour son préjudice subi. Et pour la Ville, c'est la totalité. Elle va avoir la totalité, la Ville, puis on la comprend, évidemment. Mais ce sont deux principes qui viennent s'opposer, et entre les deux, la Cour a tranché que le principe qui doit prévaloir ou qui est prédominant, c'est celui en vertu duquel une personne ne sera responsable que des dommages qu'elle a effectivement posé quand on est capable de l'identifier et d'identifier les dommages qu'elle a causés. Revenons à celui qui pose un geste, mais autour de lui, d'autres posent le geste. C'est une émeute, certains diront une meute, les deux mots sont pas si éloignés d'ailleurs, en français en tout cas, mais il faut qu'il y ait une collusion, il faut qu'il y ait une organisation, une entente pour parler d'un événement dont tous seraient solidairement participants. Est-ce que ça a joué dans la décision effectivement du plus haut tribunal?
Oui, tout à fait, puisque la position de la Ville, effectivement, était basée sur un phénomène qui était, disons, bien documenté, c'est le fait que l'effet d'entraînement de groupe. Des personnes qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas pris rendez-vous pour l'événement, se sont laissés entraîner pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait expliquer avec d'autres sciences que la mienne. Donc, se sont laissés entraîner dans une furie collective et nous avons, et les procureurs de la Ville, à chacune des étapes du dossier, insistaient pour bel et bien démontrer que la preuve qu'ils ont offerte à la Cour démontrait que les défendeurs eux-mêmes, les émeutiers identifiés, eux-mêmes expliquaient leur comportement par un effet d'entraînement, par le fait d'avoir été présents à ce moment-là avec des gens qui, comme eux, se sont livrés à saccager le bien public. Et non pas le fruit d'une planification. Aucune. Donc, il n'y avait pas eu de collusion, il n'y a pas eu, ni même sur le terrain, la plupart des gens, je pense, ça a été prouvé, ne se connaissaient pas. Exact. Donc, effectivement, la partie, j'allais dire, qui serait nécessaire pour établir une responsabilité commune et d'une décision engagée de façon commune, tombait à l'eau. Ben, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est ce que la Cour est venue dire. C'est que pour qu'on puisse conclure à la solidarité, la responsabilité de tout le monde, de chacun pour le tout, il fallait qu'il y ait cette intention commune. Et l'élan soudain là, de voir les autres émeutiers saccagés, l'effet d'entraînement, c'est pas suffisant pour parler d'intention commune. Donc, c'est pas suffisant pour appliquer cette notion de solidarité entre les émeutiers. Ça relève de la psychologie, puisque vous évoquiez d'autres sciences tout à l'heure, plutôt que du droit, en l'occurrence. Est-ce que, et je disais tout à l'heure, j'ai mentionné, sans expliciter, le fait que c'est le droit civil québécois qui était donc le cadre juridique dans lequel cette action-là est entreprise par la Ville de Montréal. Est-ce que ça joue un rôle quelque part, et surtout si on compare avec des événements jamais identiques, mais parfois semblables, ailleurs, dans d'autres juridictions au pays? Maître Guay. Nous avions évoqué, les procureurs de la Ville avaient évoqué un cas semblable qui a été un jugement rendu à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui est l'équivalent de la Cour supérieure ici, dans laquelle, justement, un assureur voulait obtenir d'émeutiers dans un contexte de hockey. Notre sport national crée beaucoup de passion. Et d'évidence, c'est pas un phénomène purement montréalais. Donc, le tout s'est retrouvé également à Vancouver, où donc un assureur avait demandé de pouvoir obtenir une réparation pour l'ensemble des dommages qu'il avait eu à indemniser dans le contexte d'une émeute bien particulière. Je n'ai pas l'année exacte de l'émeute en question. On la retrouvera d'ici la fin de l'entrevue. Mais il avait été décidé par la Cour donc suprême Colombie-Britannique, donc l'équivalent de la Cour supérieure, que certaines conditions de faute communes, évidemment dans le système de droit qui est propre au Canada anglais, qui n'est pas le régime québécois, qui n'est pas donc notre droit civil, ils avaient bel et bien trouvé un remède pour faire supporter collectivement le remboursement des dommages lorsque un certain degré de participation était établi. Donc, je vous dirais que le précédent qui émane de la common law, donc du droit applicable en Colombie-Britannique, aurait été un remède plus complet que celui que nous avons eu par l'application des deux articles du Code civil en cause, l'article 1480 et l'article 1526. C'est notre lecture aujourd'hui que la Cour suprême, lorsqu'elle a répondu à nos arguments, notamment sur l'article 1480, a fait une lecture qui en a limité beaucoup la portée. C'est notre propos que n'eût été de cette lecture qui limitait la portée. On aurait pu effectivement avoir, je pense, une indemnisation qui aurait été plus à la hauteur de la mise en commun des conséquences de cette participation-là à un fait collectif fautif
ou à tout le moins de commettre une faute en participant à un événement qui dégénère. C'est en tout cas une décision qui montre à quel point la Cour suprême du Canada est sensible au fait qu'il y a à gérer deux régimes juridiques très distincts au Canada, le common law pour une grande partie du pays et le Code civil pour le Québec. Est-ce que cet arrêt de la Cour suprême du Canada a ou va changer des choses dans la façon dont les preuves vont être amenées devant les tribunaux? Parce que je disais tout à l'heure, si Montréal avait utilisé d'autres arguments, peut-être que les fameux documents vidéo qui ont fini par se retourner contre elle, peut-être que l'issue du procès aurait été différente. Est-ce que ça change des choses, un arrêt comme celui-là? Je pense que nous sommes collectivement condamnés à devoir bénéficier de la meilleure preuve plus que jamais. Je pense que la recherche de la vérité qui caractérise l'activité des tribunaux nous amène invariablement à devoir profiter le plus possible de cette vérité qui s'offre lorsque nous avons une preuve vidéo, lorsque nous avons des enregistrements, lorsque nous avons, comme procureur d'une partie, lorsque nous avons une qualité de preuve qui est d'autres éléments que circonstanciels. Évidemment, ici, et plusieurs commentateurs de l'actualité juridique avaient pointé dans cette décision aussi la particularité que la Ville, effectivement, se trouvait être en quelque sorte un peu victime de la qualité de la preuve qu'elle avait. Un cas de figure où une preuve aurait été faite de façon beaucoup plus, permettez-moi l'image, nuageuse, avec moins de faits particuliers, le fait de pouvoir établir que quelques personnes étaient présentes à un endroit et que au début de l'événement, il n'y avait pas de dommages et à la fin de l'événement, il y avait des dommages. Est-ce que c'est une preuve par présomption qui aurait été suffisante? Peut-être, et d'ailleurs, plusieurs indiquent que l'application de l'article en cause, en fait, des dispositions en cause, pourra certainement être modulée en fonction de la qualité de la preuve offerte. Ici, on est dans la continuité. Les policiers ont recueilli une preuve et ont fait une preuve hors de tout doute raisonnable devant l'instance criminelle. Lorsque nous arrivons devant l'instance civile, le fardeau est différent. On va parler évidemment de la prépondérance, mais il reste que la qualité de la preuve était telle que oui, effectivement, les quelques émeutiers identifiés, on pouvait leur associer de façon assez précise la portée, la portion des dommages qu'ils ont fait. Le propos de la Ville, comme j'indiquais plus tôt, était bel et bien de faire valoir que leur participation fautive à l'émeute était l'élément qui expliquait, qui était la base de la responsabilité recherchée. La Cour suprême fait valoir par la décision que notre point faible était au niveau de la causalité qui n'était pas systématiquement démontrée. Ma consoeur a tout à fait raison de dire que la décision en cause, et c'est 2016 l'année, mes yeux ont fini par trouver la référence. J'en suis tellement content. C'est l'histoire ICBS contre Stanley Cup Rioters. Et le nom des défendeurs qualifie bien ce qu'ils faisaient. Donc, la façon qu'il était identifié, c'est assez clair. Donc, on a des émeutiers. Dans cette décision, effectivement, pour quelques émeutiers, il était clairement démontré qu'ils avaient participé ensemble à retourner des véhicules. Mais c'est ma lecture de la décision que ce n'est pas systématiquement la situation pour chacun des défendeurs, pourtant trouvés responsables solidairement. Donc, de toute évidence, c'est mon propos. La décision de la Cour suprême, qui se distingue par l'application des règles propres au droit civil en matière de solidarité, nous distingue comme corps public dans une situation qui est en tout point pareille par rapport aux villes qui ne sont pas de juridiction québécoise. Maître Hélène Maillet, avocate, médiatrice et arbitre, était notre invitée, de même que Maître Patrice Guay, le directeur de service et avocat en chef de la Ville de Montréal. À tous les deux, merci infiniment de votre participation. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à vous, c'est un réel plaisir. Merci.